Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. C'est celui qu'avaient les empereurs. Un homme qui a commis un vol est amené devant l'empereur. Il se jette aux pieds du monarque pour implorer sa pitié. Il sait qu'il va mourir. Et l'empereur pardonne cet homme. Ce rebut de l'humanité, il le libère. Ça, c'est le pouvoir. Bienvenue sur Ciné Icecast, le podcast qui parle d'un œil libre sur le cinéma. Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast, pour encore une fois une grosse attente en ce début d'année, ça n'arrête pas de filer, entre le 28 ans plus tard et celui-ci. Alors vous allez me dire il y en avait beaucoup au début d'année, mais c'est vrai que même le mois de janvier, il y a celui-ci, donc il y a eu le 28 ans plus tard, il y a le film Gourou de Yann Gozlan qui va bientôt sortir avec Pierre Ninet. Non, il y a pour ce début de janvier, il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup rythmé, il y a beaucoup d'œuvres assez intéressantes, donc ouais, pourquoi pas, c'est vraiment bien. En tout cas, pour commencer l'année, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, c'est un film qui avait déjà fait parler de lui à l'époque, il y a quelques mois, je crois que c'était à partir de la Mostra de Venise, parce qu'il avait été déjà diffusé à la Mostra de Venise, donc c'était en septembre-octobre 2025, qui avait reçu un accueil plutôt chaleureux, mais aussi mitigé, c'est-à-dire qu'il y en avait déjà à l'époque qui étaient un peu mitigés sur ce film. Aujourd'hui, nous parlons d'un film qui risque de faire parler de lui, par son prisme politique, par, on va dire, sa radicalité, dans un certain sens, ou encore de ses acteurs, enfin, ou plutôt de un de ses acteurs, qui interprète de manière assez réaliste et assez étonnante une des figures les plus puissantes et d'actualité, c'est-à-dire qu'on parle énormément de ce personnage, en interprétant, j'ai envie de vous dire, l'homme le plus puissant et craint de notre monde contemporain, Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous parlons du film Le Mage du Kremlin, réalisé par Olivier Assayas et adapté du livre de Giuliano De Empoli, qui est tiré du même nom, Le Mage du Kremlin, qui était sorti en 2022, je crois. We need to inspire fear and fury. Be careful, or you might fall flat on your face. No one is safe in Russia. What about you? The Wizard of the Kremlin. I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war. Alors, Le Mage du Kremlin, donc c'est un film français qui a été réalisé par Olivier Assayas, réalisateur que je ne connais pas très très bien, je crois que j'ai même vu 0 film de lui, qui a beaucoup tourné justement avec beaucoup d'acteurs internationaux, il a fait même que ça, j'ai envie de vous dire. Un film qui a été à la fois aussi écrit par 2 personnes, c'est-à-dire Olivier Assayas qui s'est mis à l'écriture, et un certain Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, un auteur français extrêmement prisé, qui a justement un lien avec la Russie, puisque je crois qu'il est, non pas de nationalité, mais qu'il a des liens familiaux russes, notamment celui de sa mère. Carrère qui d'ailleurs fait un très sympathique caméo, étonnamment dans le film, on va dire un caméo qui dure quoi ? Allez, on va dire 3 secondes à l'écran, où justement il parle un peu de la Russie, il parle du pays, etc. Je suis assez étonné de le retrouver là-dedans, mais je crois qu'il avait déjà fait 2-3 petits rôles au cinéma. Je pensais même pas le voir dans le rôle, mais en même temps, déjà qu'il a un lien assez profondément avec la Russie. Il a déjà écrit sur Édouard Limonov, qui était une des figures symboliques de la Russie moderne, et d'ailleurs on le voit dans le film. Alors le film est produit par la Gaumont, donc un film produit par des studios français, mais qui possède pour autant, on va dire, un casting XXL en fait, tout simplement. Un casting XXL et international. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant aussi de voir des films, on va dire, internationaux qui ont été produits par des studios français. Je prends par exemple Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard. Donc oui, le film était produit et même a été tourné dans des studios français. Mais oui, il y avait Zoé Saldana, il y avait Selena Gomez, etc. Mais voilà, ça restait quand même un film français qui est même allé assez loin dans les Oscars. Ou par exemple, pour un film un peu plus lointain, si on peut dire lointain, c'était le film de Léos Carax, Annette, donc qui était réalisé par Léos Carax, qui était un film produit par des studios français. Alors oui, il y avait Marion Cotillard, mais il y avait aussi Adam Driver quand même. Donc c'était, oui, encore une fois, pas étonnant de retrouver des acteurs internationaux pour aller dans des films qui sont des productions françaises. Parce qu'il y a un lien assez étroit entre le cinéma américain et le cinéma français.
Un casting vraiment impressionnant, composé de Paul Dano ou encore de Jeffrey Wright. C'est même pas véritablement surprenant de retrouver les deux acteurs qui avaient déjà joué à l'époque tous les deux pour le film de Matt Reeves, The Batman, justement, sauf qu'ils étaient pas alliés, hein, ils étaient pas du même camp. D'ailleurs, j'allais dire que The Batman n'a pas véritablement de rapport ou de lien avec notre film du jour, mais pas tant que ça, parce que The Batman avait justement un parti pris politique un peu assumé sur la corruption d'une ville, donc il y a un lien étroit avec le match du Kremlin, c'est assez étonnant, au-delà d'avoir cette similarité avec les deux acteurs. Voilà, il y avait ce côté politique un peu assumé, bref, voilà, je m'égare, il y a pas que eux dans le casting, il y a aussi Alicia Vikander, qu'on voit pas énormément comme actrice, et surtout Jude Law en véritable star du film, puisque c'est un peu lui qui a été fait l'élément marketing du long métrage, puisqu'il interprète le rôle du si malheureusement connu et puissant président russe actuel depuis plus de 20 ans, Vladimir Vladimirovitch, ou plus connu sous le nom de Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir Jude Law, qui est un acteur britannique, qui a été justement impeccablement maquillé quand tu voyais les bandes annonces dans le président actuel de la Fédération de Russie, quoi. Ça donnait grave envie. Bon, alors ça pouvait être aussi casse-gueule, j'ai envie de vous dire, et pour autant le film était loin d'être centré que sur le personnage de Vladimir Poutine. En effet, donc je vous raconte très très vite l'histoire, enfin si on peut dire rapidement, parce qu'il se passe énormément de choses dans le film, parce que nous sommes dans les années 90, nous sommes au début des années 90, donc qui dit 1990 en Russie dit fin de l'URSS, c'est fin et chute du mur de Berlin. Donc l'URSS vient de s'effondrer, le pays se transforme peu à peu dans un début de véritable liberté, si on peut dire, de démocratie, même si il y a un peu de chaos et de violence dans le pays, parce qu'on ne sait pas comment en fait on va interagir et comment je pourrais dire ça, comment on peut réagir avec ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la fin d'une dictature et la fin d'un régime communiste de plus de 40 voire 60 ans. Et dans cette période assez particulière, donc des années 90 jusqu'aux années 2000, au début nous suivons un certain personnage du nom de Vadim Baranov. Alors petit fun fact avant de continuer, Vadim c'est mon prénom, voilà, je m'appelle Vadim, voilà, c'est juste petit fun fact, donc c'est drôle de voir son prénom plusieurs fois dit en version originale, en version anglaise dans le film, c'est assez étonnant. Donc là je m'égare complètement, mais voilà, donc nous suivons ce jeune gaillard, donc Vadim Baranov, qui est un mec un peu particulier, donc il fait quand même partie d'une classe d'intellectuels qui quand même idolâtre énormément d'écrivains russes. D'ailleurs, Vadim Baranov est un écrivain russe dans la vie, dans la véritable vie, hein, qui a vécu dans le 19e ou 18e siècle, je m'en souviens plus. Et nous suivons ce jeune mec qui est un espèce d'au début de metteur en scène de pièces de théâtre un peu psychédélique, un peu particulier, et il sera plus tard futur producteur, on va dire, d'émissions de télé-réalité un peu naze, un peu cucu, qui par en fait son intelligence, par sa ruse, par on va dire sa force aussi, son envie d'ambition, son désir d'ambition, va petit à petit en fait accéder au pouvoir suprême au fur et à mesure des rencontres qu'il va faire, des relations qu'il va entretenir, et un jour il va rencontrer quelqu'un, un homme assez important et qui va avoir une des plus grandes importances dans l'histoire de la Russie moderne, qui est à l'époque agent du KGB, qui est à l'époque chef du KGB ou du FSB, et il va avoir une relation assez particulière avec ce mec, parce qu'il va devenir ce que je considère, et c'est un peu le terme, non pas qu'on donne dans le film, mais qu'on donne dans la vérité, dans le monde moderne, qui on appelle le terme de spin doctor. Alors spin doctor, ça veut dire en fait, dans une moindre mesure en version française, que c'est un conseiller en communication et en marketing politique, et c'est un conseiller pour un homme politique. Et du coup, ce Vadim Baranov va devenir le spin doctor du chef du FSB, anciennement KGB, un certain Vladimir Vladimirovitch, plus connu maintenant sous le nom de Vladimir Poutine, le président actuel de la Fédération de Russie, qui détient le pouvoir depuis plus de 20 ans. De ce fait, donc le personnage de Baranov, qui est une fiction puisque le personnage n'a pas existé, mais il est très fidèlement inspiré d'un conseiller, qui a été le conseiller de Poutine pendant plusieurs années, je crois, qui s'appelle Vladislav Surkov. Et du coup, cet homme va participer, on va dire, au développement d'une nouvelle Russie, qui va être portée déjà vers le capitalisme, vers la popularité des oligarques, c'est-à-dire qu'on passe quand même d'un pays sous communisme, et il va se transformer vers une espèce de production, on va dire, libérale à travers le capitalisme, et cette popularité qui va naître avec les oligarques, le terme d'oligarque russe. Ça va être la nouvelle figure de la Russie capitaliste à partir des années 2000 et sous le pouvoir de Vladimir Poutine. Et cet homme, il va travailler sur l'image, sur les discours que va entretenir Poutine tout au long de son discours, de son pouvoir. C'est un homme en fait qui va construire l'image de la Russie moderne, ce qui est vraiment intéressant. Dans ce qu'elle a de plus inquiétante, de plus puissante, et tout cela va être raconté à travers son point de vue, puisque en fait, va y avoir une espèce de conversation entre lui et un journaliste américain qui est justement interprété par Jeffrey
Wright. Et du coup, on va suivre tout ça sur à peu près plus de 30 ans de pays, de nations de Russie, et sur plus de 2h25 de long métrage. Alors voilà pourquoi... Alors, ce film, j'attendais énormément de par le fait que j'avais lu une partie, pas totalement, du livre, je sais pas si je l'ai sur moi, je dois l'avoir quelque part, qui est Le Mage du Kremlin, qui est écrit par l'écrivain franco-suisse et italien Giuliano da Empoli. Donc j'avais pas totalement lu, mais je savais comment commencer le film, et sur pourquoi en fait les deux personnages vont avoir une conversation à travers on va dire, une passion pour un auteur russe, justement. Une passion pour un auteur russe, justement, et c'est là qu'il va créer cette espèce de lien assez étroit entre ce journaliste et Baranov. Et donc oui, j'attendais ce film pour le prisme qui était quand même assez risqué de diffuser un film pareil dans cette période et dans cette période géopolitique qui est quand même extrêmement sombre et extrêmement tendue, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre de Giuliano da Empoli était sorti justement en pleine période du conflit ukrainien en 2022, ce qui a donné encore un plus grand intérêt pour les lecteurs, justement. Donc oui, j'attendais le film pour plusieurs raisons, à la fois pour cette volonté de raconter la renaissance de cette Russie post-URSS, qui était en pleine liberté sociale et en plein chaos aussi total, hein, il te le montre très très bien dans le film, en pleine violence, comment en fait ce pays va se transformer progressivement par la force de quelques hommes tels que Baranov ou de Poutine, pour citer, on va dire, les principaux protagonistes, et aussi comprendre comment en fait cet homme, hein, Vadim Baranov, ou après on peut l'appeler Soukov, hein, comme dans la réalité. Comment en fait cet homme qu'on appelle le magicien, c'est ça le titre du film, le mage, le sorcier, le mec qui va enfin peut-être changer, enfin le mec qui va véritablement créer de la magie, qui va transformer, c'est plutôt ça, qui va transformer ce pays, comment ce mec va faire évoluer et transformer l'image de la Russie sur plus de 30 années, quoi, entre les années 90 et ça va jusqu'aux années 2014 avec la guerre en Crimée par exemple, qui est toujours d'actualité. En fait, comment cet homme va transformer un pays qui était en pleine liberté, qui était en pleine indépendance, en véritable nation de fer et de peur. Tout en mettant en scène, parce que ce qui est intéressant, c'est que le film aussi veut mettre en scène ce qu'on appelle l'échiquier du pouvoir, en fait, hein, du chaos, de la terreur, tout ce que, en fait, représente Poutine à l'heure actuelle. Aussi avec un casting qui est quand même incroyablement impressionnant, c'est-à-dire que Paul Dano, c'est un mec qui a toujours fait des rôles super intéressants, et je crois que vraiment les mauvais films, ça se compte par les doigts de même pas une main, mais une main d'un manchot, quoi. Jude Law, dans le rôle de Vladimir Poutine, c'était quand même un pari ultra casse-gueule, et on voulait voir qu'est-ce que ça donnait à l'écran. Est-ce que c'était une bonne... Est-ce que ça allait tenir en fait sur plus de 2h30 de long métrage, et le plus gros pari, c'est de sortir ce film en pleine période de tension énorme, quoi, en janvier 2026, entre les liens avec Trump, le conflit ukrainien qui continue encore à s'intensifier, et le fait que nous sommes quand même en plein bouleversement à travers ce nouvel ordre mondial qui ne cesse de se transformer au fur et à mesure des journées, quoi, au fur et à mesure des jours. Et ce nouvel ordre mondial est symbolisé justement par Poutine, donc là on fait tout de suite le rapprochement avec la réalité et la fiction. Alors, est-ce que ce mage du Kremlin est-il la première grosse claque de ce début d'année? Est-ce que ce thriller politique puissant est à l'image de ce qu'on a pu avoir par exemple en série avec House of Cards? Alors vu que c'est un film français, on peut même prendre son homologue français, hein, Baron Noir. Est-ce que c'est un thriller politique puissant, intéressant et extrêmement bien mené? Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo. What matters in Russia is your proximity to power. Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin. I want to be part of my time, not just a witness. Stop making up stories. Start creating reality. Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même préciser une chose pour tous ceux qui voulaient justement aller voir le film par le fait qu'on pourrait peut-être avoir un film sur Vladimir Poutine. Et c'est aussi l'un des éléments qui m'a un peu étonné en sortant du long métrage, enfin étonné et surpris dans le bon sens du terme, c'est qu'il s'agit à aucun moment d'un biopic sur Vladimir Poutine. C'est-à-dire que le personnage déjà arrive au bout de 1h, voire 1h15 de long métrage sur 2h25, c'est quand même assez long. C'est un biopic sur Vadim Baranov, enfin un biopic. C'est pas véritablement ça parce que Baranov n'a jamais existé. Comme j'ai dit, il s'est inspiré du personnage, il s'est inspiré de l'homme politique Soukov, mais ça reste un biopic sur cet homme fictionnel, bon, même si ça reste de faits réalistes, hein. Ça va parler de son ascension, de ses changements de milieu,
car le mec est quand même passé de metteur en scène de pièces de théâtre en producteur d'émissions de télé-réalité jusqu'à devenir conseiller principal de Vladimir Poutine. Enfin, je veux dire, l'ascension est assez impressionnante pour un homme qui vient quand même d'un milieu quand même assez modeste. C'est ce qu'ils expliquent dans le film à travers la relation qu'il va avoir avec son père, ce personnage. Donc oui, tout cet enchaînement et cette ascension pour en fait devenir l'homme qui va orchestrer en fait le basculement de l'image de la Russie moderne à travers ses relations, à travers son intelligence, sa ruse, et pour faire un film sur un homme ô combien machiavélique et intelligent qui a influencé la Russie sur plus de 20 ans, 30 ans. Et plus globalement, c'est un film, au-delà de parler des personnages et des hommes, c'est un film qui me parle d'une nation, c'est un film qui parle sur la Russie de maintenant. C'est un film qui va parler de ce pays qui est passé d'un extrême à l'autre en même pas 20 ans, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Entre les années 90 avec la chute du mur de Berlin, le mandat de Boris Eltsine, ensuite on a eu le passage des années 2000 avec l'arrivée de Poutine à l'époque qui était chef du KGB, du FSB, et son basculement vers le pouvoir et le chaos à partir des années 2010. Et c'est ça la grande force de ce long métrage, c'est vraiment une plongée fascinante et extrêmement bien retranscrite, parce que je trouve qu'il y a déjà un énorme budget sur les décors, t'as vraiment l'impression d'être en Russie parce qu'ils l'ont pas tourné, je crois qu'ils avaient tourné dans un pays, je crois que c'est la Lettonie ou la Lituanie, je mettrai dans le montage quel est le pays où ils ont tourné, mais t'as vraiment l'impression d'être à la fois à Moscou et aussi dans les forêts de Sibérie, parce qu'il y a aussi beaucoup de passages qui se passent en Sibérie par rapport où est exilé le personnage de Baranov. C'est une plongée en fait impressionnante sur plus de 30 ans d'une nation d'une nation ou d'un pays, et c'est vraiment passionnant à découvrir, quoi. L'histoire, je trouve que c'est extrêmement bien raconté, et tu vois des scènes, des images, des trucs que tu verrais plus jamais aujourd'hui en Russie, quoi. Dans le film, on arrive en 1990 dans un pays où la liberté est prônée, c'est-à-dire la liberté sexuelle est prônée, la liberté de penser, d'aimer qui on veut, de penser ce qu'on veut, ce qui est quand même un putain de comble quand on pense à ce qui est devenu la Russie, quoi, maintenant, où tous les coups sont permis, tu vois quand même des femmes s'embrasser entre elles, tu vois des moments un peu hard, tu vois des homosexuels, des trucs, mais qu'on ne verrait pas dans la Russie actuelle, et que la Russie, s'ils voyaient ces images-là, nous traiterait de peuple d'agonie, quoi, de peuple absolument misérable. Et en fait, ce contexte et ces images te permettent de comprendre l'excitation et l'euphorie de ce peuple en pleine indépendance et basculement de pouvoir. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on va en fait découvrir ce pays se transformer au même moment que Baranov va aussi évoluer et se transformer au fur et à mesure des rencontres et des milieux dans lesquels il va divaguer sur plus de 30 ans. En fait, le pays est en train de se transformer de la même manière que cet homme va se transformer, et là je trouve que c'est un parallèle qui est extrêmement bien trouvé dans le film, en fait. Il va passer d'un extrême à l'autre, entre ses débuts de metteur en scène, je me répète un peu, mais voilà, entre ses débuts de metteur en scène, ses pièces qui étaient complètement lunaires, ensuite il va devenir producteur d'émissions de télé un peu merdiques, et il va devenir le conseiller principal de Poutine. C'est quand même un sacré parcours. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a quand même énormément de fictionnel, c'est pour ça que j'entends déjà les pro-Poutine et les pro-Kremlin, s'il y en aura dans les commentaires de cette vidéo, pour ceux qui regarderont, critiquer ma vidéo et le film en expliquant que le film est une pure fiction qui raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas totalement le cas, dans le sens où je ne pense pas que le film dit n'importe quoi. Ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on voit ce que montre le film, c'est véritablement réel, la manière dont le pouvoir a été mis en place en Russie. Là, il y a absolument rien de faux ou de mensonger, mais oui, en effet, le personnage de Baranov n'a jamais existé, parce que tu regardes sur internet, tu ne l'as jamais trouvé. C'est juste une interprétation, on va dire, plus fictionnelle, et pourtant c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le film reste quand même extrêmement dans des codes journalistiques, par rapport justement à l'écriture de Emmanuel Carrère, qui est un écrivain qui écrit d'une manière très journalistique, ce qui n'est pas dérangeant en soi, mais c'est vrai qu'il y a ce mélange entre fiction et réalité qui est assez bien retranscrite, mais ça peut aussi être à la fois ses limites et son avantage. J'en parlerai et j'en développerai un peu plus après. On pourra jamais véritablement savoir quelles sont les relations et la fiction, parce que le film est adapté déjà d'un livre qui était fictionnel, c'était un roman, c'était pas du tout une histoire ou juste un témoignage, c'était une histoire qui a été complètement faite. Cette conversation entre ce journaliste américain et Baranov est complètement faux, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de conversation, et Baranov, je ne pense qu'il donnerait jamais une interview avec un journaliste américain. C'est-à-dire que je trouve que le point de vue est super intéressant de voir le prisme de cette histoire à travers un personnage énigmatique qui symbolise la Russie moderne. C'est une excellente décision, je trouve. Alors oui, comme j'ai pu le dire, dans son fond, le film est très intéressant. On apprend beaucoup sur la relation entre cet homme et Poutine.
sur comment en fait ce pouvoir a été mis en place par une petite élite. C'est souvent comme ça que sont les fausses démocraties. Et aussi ce concept-là, on va parler aussi que la Russie a été l'un des premiers pays à mettre en place ce système un peu populaire qu'on appelle de fausse démocratie, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on est une dictature, mais on dit pas non plus qu'on est une démocratie. Enfin, c'est ce qu'ils disent sous le tapis, hein, bien évidemment. Et en fait, le film veut te parler de tous les événements marquants de la Russie du 21e siècle, quoi. Et comment en fait chaque événement va être une opportunité pour Vadim Baranov et pour Vladimir Poutine de continuer vers leur lancée. C'est pour ça que Baranov est conseiller de Poutine, c'est que chaque événement va être une opportunité pour Poutine de grimper dans les sondages. Quand tu vois par exemple la révolution à Maïdan, la révolution Orange, on a le sous-marin Kursk aussi qui a été quand même assez important à l'époque, ou encore la guerre en Crimée, la guerre de Tchétchénie avec la fameuse phrase qu'avait sortie Poutine. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. On va choper les Tchétchènes qui soient à l'aéroport jusque dans les chiottes. Il y avait vraiment ce thème, et d'ailleurs il te le montre, hein, d'ailleurs ce passage en disant que cette phrase a influencé et a marqué énormément de personnes à l'époque où il le prononce dans les années 2000. Et en fait, le film va jusqu'aux Jeux Olympiques de Sochi, qui était en 2014, je crois. Ce qui est vraiment bien intéressant, où en fait, on va voir le film à travers le prisme de plusieurs événements qui ont marqué la Russie et le monde moderne. Donc oui, ça, et en plus, ça apporte, on va dire, une rythmique à un film qui dure quand même 2h25, donc faut vraiment bien s'accrocher. Russia needs a different brand of politician. He's young, athletic, he's a spy, KGB, Vladimir Putin. What interests me is power. Et justement, en parlant de ça, on va parler du rythme, et c'est bien le sujet le plus compliqué de ce film, car bon Dieu que le film est long, mais beaucoup trop long. Je vais pas dire ennuyeux, mais c'est vrai que le film dure 2h25, il faut être extrêmement accroché, je vous le dis tout de suite, parce que au-delà d'être un film assez long quand même, déjà, si vous n'aimez pas la politique, si vous n'aimez pas la géopolitique, le film n'est pas fait pour vous. N'y allez pas, vous allez vous emmerder, vous allez vous faire chier, vous allez trouver ça pas intéressant, ou alors ça va pas vous plaire, et vous allez vous endormir. Donc comme je dis déjà que le film est long, c'est-à-dire que vraiment tu ressens les 2h30 quand même passer à l'écran, et en plus, et ça c'est peut-être le plus gros problème du film, c'est que il est extrêmement mal rythmé. Et alors pourquoi il est extrêmement mal rythmé ? Parce que le film est extrêmement bavard. Ça ne fait que parler, le film ne fait que parler non-stop. Le film est composé essentiellement que de dialogues, de discussions entre Baranov et Poutine, entre Baranov et Jeffrey Wright, entre Baranov et Ksenia, sa femme. Bref, c'est un film qui ne fait que parler. Et en soi, c'est pas dérangeant, il y a plein de films politiques qui justement parlent énormément. Ça ne dérange pas si le film a un rythme qui fonctionne. Et c'est con, mais voilà, je vais vous prendre l'exemple d'un film qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui est une énorme tuerie pour moi, qui est le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan. Bon, je pense que vous l'avez vu, parce que c'est quand même un film qui a fait énormément parler à l'époque. Le film de Nolan dure quand même 3 heures. Sur les 3 heures, il y a au moins 2h30, voire même un peu plus de 2h30, où il n'y a que des dialogues. Et en plus, il y a même un passage en noir et blanc, ce qui est quand même assez fou. Et pourtant, le film a cartonné. Il y a énormément de discussions. Et en plus, dans Oppenheimer, ce qui est encore pire, c'est que ce sont des discussions qui sont centrées sur des sujets quand même scientifiques. Donc si vous êtes des personnes qui ne sont pas adeptes de ce milieu-là, mais vous allez être complètement largués. Et pourtant, le problème, c'est que le mage du Kremlin ne possède pas la mise en scène puissante et incroyable qu'avait Nolan dans Oppenheimer, qui faisait que oui, en effet, c'était extrêmement verbeux, mais si t'es passionné par le sujet, si même l'histoire te passionne, tu vois pas les 3 heures passer et t'as vraiment l'impression d'avoir vu un biopic absolument monstrueux, et c'est ce qu'est le film Oppenheimer de Christopher Nolan. De deux, bah il y a un gros problème dans le film aussi, mais ça c'est plus mon côté personnel, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bande originale, ou alors je l'ai complètement zappé, et ça c'est déjà un gros point noir quand tu compares avec Oppenheimer, qui avait quand même Ludwig Göransson, qui, à mon avis, est un des grands compositeurs de musique à suivre, parce que le mec, il a une carrière de sans faute, il a vraiment une carrière sans faute, il a fait Sinners, il a fait Tenet, il a fait Le Mandalorian, enfin il a fait que des bandes originales qui marquent et qui sont vraiment intéressantes, un mec qui d'ailleurs est de l'école de Hans Zimmer, et le problème c'est que voilà, on n'a pas un compositeur comme Ludwig Göransson qui, sur plus de 3 heures, rythme son film avec une musique qui a beaucoup d'ambiance, mais extrêmement pesante, extrêmement forte. Je vous rappelle quand même la musique originale d'Oppenheimer qui est absolument splendide. Donc oui, le film aussi manque énormément de rythme parce qu'il n'y a pas de musique, et pourtant ça aurait été super intéressant d'avoir un compositeur, un excellent compositeur pour, je sais pas moi, interpréter une forme d'ascension au pouvoir. Ça aurait été super intéressant. On aurait pu même prendre un compositeur français comme Alexandre Desplat. Je suis pas fan d'Alexandre Desplat, mais il aurait pu trouver quelque chose d'intéressant. Après, Desplat est un mec qui est extrêmement demandé, il a fait Frankenstein, il a fait énormément de films cette année, et du coup oui, c'est vraiment dommage. Alors oui, il y a quand même des musiques dans le film, mais c'est des musiques de l'époque, donc ça...
et malheureusement c'est sur une ou deux scènes et du coup c'est pour moi ça ne fonctionne pas et ce n'est pas une bande originale. Du coup en effet le film est handicapé par les dialogues et les scènes de discussion qui empathisent vraiment sur le rythme du film quoi, et ce qui fait que le film est en dents de scie rythmique sur le rythme quoi, et on s'emmerde beaucoup, on s'ennuie beaucoup malheureusement, même pour quelqu'un comme moi qui est extrêmement passionné de géopolitique et qui veut en apprendre plus sur l'histoire de la Russie, c'est le gros point noir du film. Surtout quand tu passes d'un film comme 28 ans plus tard, qui est la deuxième partie qui est sortie récemment, où le film durait moins de 2 heures et alors tu ne voyais pas le temps passer, il y avait un rythme de fou, on s'ennuyait jamais. Tu passes de ce film où c'est extrêmement bien mené sur plus de 1h50 ou moins d'1h50, et là tu passes d'un film qui dure 2h25 où ouais, faut être réveillé quoi, faut être réveillé parce que le film ne fait que parler, il y a cette voix off aussi, je vais en parler après, mais la voix off qui est un peu compliquée aussi, il y a les dialogues, et le film ne s'enchaîne que sur des dialogues etc, donc non, faut vraiment bien être réveillé quoi. Alors oui, le film te colle une voix off qui est justifié parce que Baranov va raconter son récit à travers aussi le point de vue de ce journaliste, où ils vont avoir une longue conversation. Donc oui, on va dire que c'est plus légitime, dirons-nous, que sur d'autres films actuels qui te mettent des voix off qui sont insupportables quoi. Je prends l'exemple de La femme de ménage qui a la voix off de Sydney Sweeney, mais qui est à la fois inutile et insupportable, ça ne sert à rien. Arrêtez de faire des voix off quand ça n'a pas l'utilité. Là, je trouve que c'est pas dérangeant en soi, mais peut-être qu'on aurait pu raccourcir les voix off pour que ça soit moins long, mais là en effet il y a une certaine légitimité. D'ailleurs cette discussion avec Jeffrey Wright, j'en parle maintenant, ne mène véritablement à rien. En fait tu vois pas l'évolution du journaliste, déjà que tu le vois pas énormément, tu vois pas en quoi ça l'a aidé dans son récit, qu'est-ce que ça va lui apporter, ou ce que ça va lui apporter dans son enquête. Les mecs, t'as l'impression que les gars ils se connaissaient même pas il y a 2 minutes et d'un coup ils deviennent potes, d'un coup Baranov va raconter tout son récit et son histoire à ce mec. Pour quelle raison et pourquoi? C'est pas parce qu'en fait les deux protagonistes ont une passion intime pour le même auteur que Baranov va commencer à dérouler toute son histoire. Enfin, je trouve qu'il y a une incohérence qui est assez particulière quand même. Et là aussi où je peux faire encore une autre comparaison avec La femme de ménage, le film tombe un peu, pourtant j'ai pas lu entièrement le livre, mais il tombe dans l'adaptation un peu trop scolaire et trop fidèle à l'œuvre originale, puisque le film est raconté de la même manière, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette discussion entre ce journaliste sur 2h25 et celui de Baranov, et je vous avoue que ce récit et cette manière de raconter ne sert à rien. Cette entrevue n'a servi à rien concrètement, et j'aurais même préféré que Baranov en fait écrive son récit, ce qui aurait été plus intéressant par rapport à son exil, par rapport au fait que il va être menacé aussi parce qu'il va partir de lui-même. Ça aurait été même plus intéressant en fait que ça soit lui qui raconte ses mémoires avant que quelque chose lui tombe dessus quoi. Ça aurait été plus simple et même plus cohérent par rapport à la fin du film, que je ne spoilerai pas véritablement, c'est absolument pas à spoiler, qui est à la fois surprenante mais en fait totalement incohérente par rapport à la mise en place des éléments. C'est-à-dire qu'en fait il y a la finalité est plutôt symbolique, parce que quand tu vois le film et ce que veut raconter le film, finir comme ça c'est une bonne idée et c'est en effet assez cohérent. En fait c'est cohérent dans le propos en fait que veut mettre en place le film, mais dans la logique et sa cohérence il y a un truc qui coince et ça m'a beaucoup gêné, et je trouve que c'est quand même assez brutal comme fin. Il aurait dû peut-être mieux amener, et alors le final qui finit quand même assez brutalement et assez rapidement, c'est vraiment dommage quoi. Donc oui, en fait j'ai fait une aparté pour en fait parler de d'autres défauts qu'a le film, parce que le film est loin d'être parfait. Donc oui, je vais un peu globaliser, mais ne vous attendez pas déjà à un thriller, c'est absolument faux. C'est presque même un récit journalistique, ce qui explique pourquoi Emmanuel Carrère a participé à l'élaboration du scénario, et c'est peut-être là aussi le défaut, enfin c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est-à-dire que tu n'écris pas un scénario comme tu écris un livre. Et peut-être que oui, Emmanuel Carrère accompagné de Olivier Assayas, ont peut-être voulu justement donner à la fois un récit journalistique et fictionnel, alors que de base le film joue sur les deux genres, en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors c'est peut-être une volonté artistique de vouloir mélanger les deux genres, qui sait, je ne sais pas, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, mais malheureusement vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu bancales dans le film, notamment dans sa structure, je pense que ça aurait été beaucoup mieux de arrêter de vouloir trop fidélisé par rapport à l'adaptation. Quand on fait une adaptation, ça veut pas dire l'adapter à l'écran, c'est-à-dire vouloir reconstruire d'une autre manière. C'est le concept même d'une adaptation, et je pense que ça aurait été bien mieux d'enlever ces deux conversations, même enlever le personnage de Jeffrey Wright qui ne sert à rien, et juste en fait que ça soit Baranov qui raconte son histoire à travers un récit, puisque en plus c'était un mec qui aimait écrire, qui adorait la littérature. Ça aurait été même plus simple, et vu qu'on est dans un gros film fictionnel, ça aurait pas été dérangeant que ça soit un mec qui écrive ses mémoires. Le problème étant que voilà, le rythme en est ses limites. I cannot be subservient to anyone. Our goal is chaos.
We'll get into people's heads. We'll build the myth that the Russians are controlling the modern world. We are its masters. You're using your black magic in the service of power? It's a game. Politics is the only game worth playing. Je finirai la critique du film, parce que je commence à faire assez long quand même, par deux éléments qui permettent de faire un peu remonter le film dans mon estime, parce que j'ai beaucoup parlé des défauts. Premièrement, son casting, parce que j'en ai pas parlé, c'est peut-être aussi l'autre grosse force du film, qui est impressionnant. Alors, c'est pas tous ces comédiens, c'est surtout deux comédiens en particulier. Premièrement, Paul Dano, qui est bien évidemment extraordinaire comme d'habitude, parce que il est toujours formidable, c'est-à-dire qu'il a toujours ce visage un peu poupon, mais qui cache bien son jeu, c'est-à-dire que, alors c'est un peu dommage parce qu'au début tu le sens un peu fantomatique, t'as l'impression qu'il a du mal à vraiment pleinement donner du charisme, donner un peu de force à l'écran par rapport à d'autres personnages. T'as l'impression qu'il est un peu trop fantomatique, et en fait sur une deuxième heure t'as l'impression qu'il commence à prendre en puissance, en charisme, t'as vraiment l'impression qu'il commence à prendre en ambition, et là tu vois toute sa palette d'acteurs. Et de toute façon, Paul Dano, c'est un mec qui choisit extrêmement bien ses rôles et ses films. On l'a vu dans The Batman, il a fait There Will Be Blood, Prisoners, Little Miss Sunshine, c'est là où on l'a découvert. Le mec a une carrière de fou, et alors tous les films qu'il a fait sont extraordinaires, et encore une fois, il tient un rôle excellent. Alors oui, Le Mage du Kremlin est pas un film parfait, mais en tout cas, son rôle est vraiment très pertinent. Il y a aussi sa voix ultra monocorde, qui est calme, mais qui justifie aussi sa malice et son génie. Ça explique pourquoi aussi on parle de mage, de sorcier, de magicien. On voit que c'est un mec qui a su transformer les choses d'une manière assez impressionnante. T'as l'impression même de voir un vieux sage en fait. Enfin un mec plutôt jeune, mais un gars qui est assez sage. C'est pas un mec qui va péter des câbles. C'est un gars qui est extrêmement malin et intelligent. Et c'est aussi ce qu'on peut lui reprocher, que oui, le film est, oui, peut-être le personnage est trop fantomatique, mais c'est aussi la force. C'est-à-dire que on n'est pas sur un personnage qui va se montrer, qui va être comme Poutine, un mec qui adore se montrer, qui adore être idolâtré. Non, c'est l'homme, on va dire, de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre, ce mec. C'est vraiment une présence fantomatique, et il n'y avait pas meilleur acteur pour l'interpréter que Paul Dano quand même. Et Jude Law, et oui, Jude Law qui lui aussi est assez incroyable dans le film. Alors je m'y attendais parce que quand tu vois les maquillages c'était assez impressionnant, mais je vous avoue qu'il a encore une fois eu un parti pris assez intéressant, parce que c'était quand même une prise de risque, hein, je vous le dis tout de suite. Prendre Jude Law, acteur britannique, pour jouer un rôle aussi important, aussi puissant et énigmatique, ça pouvait être à la fois casse-gueule et pas crédible quoi. Un acteur britannique qui interprète Vladimir Poutine, mais c'est quand même chaud. Et non, ça passe, c'est extrêmement bien trouvé. Comme je vous ai dit déjà, le maquillage est vraiment incroyable, hein, c'est bluffant. T'as vraiment l'impression de voir Vladimir Poutine à l'écran. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a énormément de scènes dans le film où il y a des images d'archives où tu ne sais pas véritablement quand est-ce que tu vois le vrai Poutine ou le faux Poutine. Et c'est ça qui est aussi pas mal aussi, c'est que le film va aussi mélanger des moments d'archives, alors plus ou moins bien faites, mais ça rappelle un peu justement le film The Apprentice, dont je vais faire un comparatif justement après avec l'interprétation de Jude Law. Et en fait, Jude Law a compris ce que devait être Poutine, j'ai envie de vous dire, dans sa symbolique, c'est-à-dire que comment il a réussi à l'interpréter, ou le réinterpréter, on va plus le dire comme ça. En fait, le jeu de Jude Law me fait agréablement penser, dans sa manière de jouer et dans les mimiques, dans les détails, à ce qu'avait fait Sebastian Stan avec Donald Trump dans le film, l'excellent film The Apprentice de Ali Abbasi, que je vous conseille. C'était un film que j'avais adoré, qui était sorti en 2024 je crois, qui était un des films que j'avais le plus adoré à l'époque où il était sorti. Et oui, le jeu de Jude Law me rappelle dans ses mimiques, dans son jeu de détails, dans son regard aussi, celui qu'avait Sebastian Stan, dans la manière de ne jamais en faire trop ou pas assez, mais juste toujours être juste en fait, toujours être juste et intéressant. Car oui, interpréter des hommes tels que Donald Trump ou Vladimir Poutine, c'est extrêmement casse-gueule, il faut pas tomber dans la caricature ou le ridicule, sinon bah c'est bon, hein, t'es absolument pas crédible. Et Jude Law a extrêmement bien trouvé le chemin pour l'interpréter de manière, on va dire, à la fois juste et équitable. Et le duo de comédiens est vraiment excellent à l'écran, et le duo de comédiens est excellent à l'écran, j'ai vraiment rien à dire dessus. C'est les deux grosses forces du film, et c'est deux super acteurs, et Paul Dano pour moi est toujours excellent dans tous les rôles qu'il tient. Par contre, je pourrais pas dire ça de tous les autres comédiens, parce que Alicia Vikander, qui est quand même une bonne actrice et qui joue le rôle de la femme, ou la femme qui va influencer ce mec, enfin, et encore je trouve ça un peu léger, qui pour moi n'apporte pas énormément, c'est-à-dire que je suis assez déçu de son personnage, dans le sens où déjà elle manque de développement, mais c'est un truc de fou, hein. Entre la relation que va avoir Baranov avec cette nana, ça manque énormément de développement. Le personnage qui est d'ailleurs fictif aussi, elle est fictive, elle n'a pas existé, est assez maladroitement construit, parce que tu la vois au début et elle disparaît, et en fait tu la revois sur on va dire les 30-40 dernières minutes, elle réapparaît dans la deuxième heure d'une manière assez
puérile et assez inutile, ça n'a pas beaucoup de sens. Tu comprends pas trop pourquoi elle revient à ce moment-là en fait dans l'intrigue, et c'est vraiment dommage. Et le truc, c'est que tu vois qu'elle veut avoir une espèce de relation avec cette envie de vivre dans ce monde d'oligarque, mais que ça n'intéresse pas. C'est dommage parce qu'il y aurait pu avoir un point de vue justement de cette nana qui vient quand même d'un monde là aussi un peu de pauvreté. Hein. Ils ont côtoyé un peu le même monde, hein, le personnage de Vadim Baranov et d'elle, mais tu vois pas où est-ce que ça veut amener, tu vois pas trop l'intérêt. Et là encore, je pense qu'on aurait pu supprimer le personnage de Alicia Vikander parce que on aurait pu justement avoir cette relation d'amour, etc., qui aurait pu faire basculer le personnage de Baranov. Mais je trouve qu'elle est extrêmement mal exploitée et ça sert pas à grand chose, donc c'est dommage. Et encore une fois, c'était un truc qu'on aurait pu enlever de l'adaptation parce que c'était tiré du bouquin, encore une fois, et c'était pas obligé de remettre les mêmes éléments qu'on avait vus dans le livre. Et l'autre acteur, j'en ai déjà parlé, c'est Jeffrey Wright, qui lui aussi est un comédien que j'aime beaucoup. Alors lui, c'est plus un problème de temps, encore une fois, qui n'est pas très présent, c'est-à-dire qu'on le voit au début, c'est même lui qui introduit le film. Et le problème, c'est que, en fait, ce qui est con, c'est qu'on peut le voir en tant qu'observateur, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à la place de ce mec, parce que c'est lui qui découvre avec Baranov le récit qu'il va faire. Et c'est dommage, parce qu'en fait, la dualité des deux protagonistes ne mène à rien, c'est juste Baranov qui raconte son histoire à ce mec, mais il n'y a pas plus de lien. Et cette histoire comme quoi les deux se seraient liés d'amitié par un amour d'un auteur, je trouve que c'est quand même assez pauvre dans les 2h25 de long métrage. Je trouve que c'est complètement un truc qu'on a un peu vite fait mis en place et ça n'a amené à rien. Donc encore une fois, le personnage, cette idée de conversation, d'interview, ne sert à rien. Encore une fois, on aurait pu l'enlever et la transformer en quelque chose de plus simple pour que le film soit moins long. Et dernière chose dont j'aimerais parler, c'est en fait cette idée de comment va être instauré le pouvoir dans ce pays en fait. Comment instaurer le chaos, la peur et la terreur avec une subtilité assez glaçante. En fait, le film parvient à rendre crédible la succession d'événements, c'est-à-dire l'alcoolisme d'Elstine, qui est d'ailleurs assez caricatural dans le film, vous verrez par vous-même, mais c'est assez impressionnant. Alors encore une fois, est-ce que c'était véritable ou non, parce que va y avoir aussi une relation avec Baranov va avoir une relation avec un mec qui est dans le show business et qui va lui apporter énormément, et c'est ce mec là qui va intervenir pour en fait donner le rendez-vous entre Baranov et Poutine. Et en fait, comme je vous ai dit, tous ces événements vont façonner en fait la Russie contemporaine en la transformant en une entité à la fois forte, magnétique et monstrueuse, qui est extrêmement redoutée en fait. On va dire cette inquiétude, le fait que maintenant la Russie est un pays, on va dire, qui était quand même assez magnétique, c'est-à-dire qu'on a peur de la Russie, tout ça a été symbolisé par cet homme qui est Vladimir Poutine. How miserable. The Americans, they treat me like I'm the president of Finland. What would you have me do? They're vicious animals. They come from the void. They've transformed me into the devil. You won't save your soul. Donc en conclusion, parce que je pense que j'ai assez parlé en conclusion, ce que je peux dire sur Le Mage du Kremlin, réalisé par Olivier Assayas, c'est que c'est un film qui est déjà pas destiné à tout le monde. C'est un film purement politique, c'est pas un thriller, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de gunfight, il n'y a pas des trucs comme ça, c'est quand même un film énormément bavard, ça fait énormément de discussions, c'est pas un thriller, c'est pas un film d'action, c'est un récit académique, mais pas déplaisant du tout, c'est un récit journaliste plutôt même, ce qui explique la participation d'Emmanuel Carrère au scénario comme j'ai pu le dire. Mais voilà, si vous pensez voir un biopic sur Poutine, absolument pas, hein, vraiment vous allez être extrêmement déçus. Attendez-vous à quelque chose de plus verbeux, de plus glacial, de beaucoup moins spectaculaire que avait pourtant mis en place et mis en scène les bandes annonces, qui est quand même assez faux. Ça reste un film extrêmement intéressant sur ce qu'il dit de la Russie actuelle, sur ce qu'il va dire de notre monde, sur ce qu'il va dire du pouvoir, de l'image qu'entretient un pays et comment en fait il va passer d'un extrême à l'autre. Pour autant, le film est limité par sa forme, le film est limité par sa longueur, par ses dialogues qui handicapent énormément son rythme et du coup on s'ennuie beaucoup. J'ai quand même regardé 3 fois mon téléphone sur 2h25 de long métrage, quelque chose que je ne fais jamais parce que j'essaie d'être le plus possible dans le film, et c'est vrai que là je me disais putain c'est long, quand est-ce que le film se termine, ouais, regarder quand même 3 fois mon téléphone pour savoir il était quelle heure, c'est quand même assez chaud, même sur un film qui dure 2h30, c'est un truc que je fais absolument jamais. Ce qui peut être un signal donné sur la qualité on va dire rythmique du film qui est quand même assez décevante. À cause de plusieurs éléments en fait le film s'empêche d'atteindre la démesure qu'il ambitionne, par ses dialogues, par le rythme et encore par sa structure mal agencée quoi. Alors oui, je me répète encore une fois, mais je pense en toute honnêteté que si le film avait été mieux structuré, mieux travaillé dans son scénario
pour que le film tienne en moins de 2 heures et pour que on ait enlevé certaines choses qui sont peut-être trop fidèles au livre et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à l'écran, que ce soit la relation qu'il va avoir avec certains personnages, la conversation avec ce journaliste qui ne mène à rien. Je pense que, en toute honnêteté, et si on avait fait un film beaucoup plus... Et si on avait pris peut-être un réalisateur un peu mieux structuré et mieux réalisé, peut-être un réalisateur pas de la trempe d'un... Je sais pas, bon, alors je dis pas non plus d'un mec comme Oliver Stone, mais même un mec qui s'y connaît bien, quoi, dans la politique, etc. Genre un Ali Abbasi, par exemple. Alors oui, Ali Abbasi avait quand même fait quelque chose de assez sombre, mais aussi assez sérieux sur Donald Trump, mais j'aurais adoré que ça soit Ali Abbasi qui fasse cette interprétation de cette Russie. Et du coup, oui, si on avait beaucoup plus recentré, si on avait fait un meilleur travail d'adaptation, et si le film avait été moins long, je pense qu'on aurait été sur un des meilleurs films de l'année alors qu'on était au mois de janvier. Alors oui, bon, le film reste quand même intéressant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouts de gras, c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué, et pour moi, il y a encore un problème de vouloir trop adapter fidèlement qui ne mène à rien, et ça se voit bien dans ce film. Mais le film demeure tout de même une œuvre fascinante, qui est quand même impactante, hein, je vous le dis, oui, je donne énormément de défauts, mais le film est loin d'être mauvais, trop fidèle à l'œuvre originale, comme je vous ai pu le dire, mais porté par des performances remarquables, et ça j'ai absolument rien à dire, même tous les acteurs sont plutôt bons, c'est juste que je reproche aussi certains personnages qui n'ont pas été mis en avant, mais les 2 acteurs principaux sont remarquables, que ce soit Jude Law ou Paul Dano, ils sont exceptionnels. Donc en conclusion, parce que je pense que j'ai déjà fait trop long, c'est un film convaincant, intéressant, fascinant, mais imparfait. Ce qui fait que je ne suis pas déçu, mais c'est vrai que mes attentes étaient tellement énormes sur ce match du Kremlin que oui, en effet, voilà, il y a eu des petites déceptions, mais je dis pas que le film est mauvais, vraiment loin de là. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur le match du Kremlin. Est-ce que je vous conseille le film? Si vous êtes passionné par la politique, si vous n'avez pas peur de vous dire que le film va être extrêmement bavard, si vous y connaissez beaucoup, alors peut-être que ceux qui s'y connaissent extrêmement bien sur la Russie, je pense que vous n'allez pas apprendre grand chose, et c'est ce que j'avais aussi entendu à l'époque des critiques en disant oui, le film est bon, mais il m'en apporte pas plus. Je pense que ceux qui ne connaissent pas très bien la Russie ou qui n'ont pas lieu de tous les événements qu'il y a eu sur plus de 30 ans, ça peut être super intéressant, mais si vous êtes des géopolitiques, si vous êtes des experts en géopolitique et aussi en histoire de la Russie, vous allez passer un peu à côté du film en disant bah le film m'apprend pas plus, quoi. Et encore une fois, c'est pas une histoire vraie parce que Baranov n'a jamais existé et Soukov oui, il y a eu Soukov, etc., mais ça reste quand même assez fictionnel parce que le film veut quand même te raconter une histoire vraie, mais dans un point de vue fictionnel. Et encore là, j'ai pas l'impression que le film tient toutes ses promesses. Donc tout dépend de vos intentions et de la manière dont vous voulez voir le film. Et il y a une autre chose que j'ai oublié de dire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film ne dénonce pas. C'est-à-dire que ça aurait été trop facile quand même, et un peu, pas cliché, mais un peu facile de critiquer un peu le régime de Poutine, parce que oui, c'est une dictature, c'est une fausse démocratie, etc. On n'est pas dans ça, parce que je trouve que c'est un film qui est quand même assez intelligent pour ne pas tomber dans le prisme de la dénonciation, de la caricature, et en fait pour te dire non, on te met en place des événements, on te montre les événements, on te montre comment le pouvoir a été mis en place, mais on n'est pas là pour critiquer en disant c'est pas bien, etc. C'est aux spectateurs, c'est à nous de juger ce qui est bon ou non, et ça je trouve que un film qui est assez intelligent pour ne pas te étiqueter ce genre de point de vue et d'opinion à l'écran, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Un peu comme ce qu'avait fait Ali Abbasi en ne critiquant pas Donald Trump, mais en essayant de comprendre et d'analyser le personnage et de comment Donald est devenu Trump. Dans un certain sens. Qu'avez-vous pensé déjà de la vidéo, mais qu'avez-vous pensé si vous avez vu le film? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été déçu par rapport au livre quand même? Le livre qui faisait 300 pages et qui là se retrouve développé sur 2h25, ce que je trouve un peu compliqué. C'est là où on voit qu'il y a un gros problème. Comment un livre qui fait 300 pages s'est retrouvé avec un film qui dure presque 2h30? Il y a beaucoup de bouts de gras. Là on l'a vraiment senti, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ce film pour ceux qui ont pu lire, qui ont pu voir le film et ceux qui ont lu? Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, likez, mettez des petits commentaires, des petits j'aime, etc. Suivez-moi aussi sur la chaîne, voilà, je poste d'autres petits trucs. J'ai d'autres vidéos qui vont bientôt arriver, enfin bientôt, je sais pas, le plus tard possible, on va dire ça comme ça. Écoutez, merci encore pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Merci encore et au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.